On commence cette deuxième séance, ou troisième en fait, de cette table ronde avec, une conférence consacrée aux données du chantier K, l'école de Marie entre proverbes et littérature, donnée par Grégoire Nicollet, un collègue que nous apprécions beaucoup du musée du Louvre, et qui va donc nous parler de cette école, et je bouge. Merci Nélé. Tout d'abord, un grand merci donc, à Dominique Charpin et aux membres de l'équipe PCEHM de m'avoir invité à présenter mes recherches sur l'enseignement des scribes à Marie. Même si une partie de l'auditoire commence dorénavant à être familier avec le chantier K, il m'a paru malheureusement difficile de présenter les textes littéraires qui ont été découverts sans les replacer dans leur contexte. Je m'excuse par avant envers cette partie d'auditoire pour cette petite répétition. En septembre 1998, Jean-Claude Margueron, alors directeur des fouilles de Marie, a découvert, en dehors du Grand Palais Royal, un petit bâtiment mal préservé qui a été nommé la Maison aux tablettes en raison des 2000 tablettes et fragments qui ont été recueillis durant 3 campagnes. Il se situe plus exactement à la limite est du palais du deuxième millénaire et au nord du quartier des dépendances du temple dit de Dagan. En 3 campagnes, de 1998 à 2000, les archéologues dégagent 2 unités architecturales limitées à l'est par une ruelle nord-sud, en raison de la proximité avec la surface, de l'érosion et de l'infiltration des eaux de pluie. Les unités ne sont que partiellement comprises. Dans le locus 2, les archéologues distinguent 2 phases d'occupation, un sol récent avec un dallage en briques cuites et un sol plus ancien en terre battue. Dans le locus 2, 4 dalles appartenant au sol plus récent sont estampées du nom du roi Zimrilim. Voici le pavement du locus 2 avec les briques estampées. À l'exception de quelques tablettes éparses, toutes les tablettes proviennent de 2 pièces d'unité septentrionale où elles avaient été utilisées comme matériaux de construction entre les 2 sols des loquis 2 et 6. Dans le locus 6, les tablettes ont été en majorité retrouvées contre ou à proximité des murs, ainsi que devant le passage entre le locus 2 et le locus 6. En raison du fait que des tablettes avec exactement le même contenu, voire le même exercice, ont été découvertes côte à côte durant le dégagement, j'ai essayé de replacer chaque groupe de tablettes afin de permettre d'analyser la documentation en associant les données archéologiques et épigraphiques. Dans le locus 2, durant le sondage de la dernière campagne, 11 tombes ont été dégagées. Ces inhumations ont perturbé le contexte archéologique original des tablettes. Tablettes et fragments ont été découverts sur une profondeur de 2,50 m. Cependant, les raccords effectués sur 2 textes littéraires issus des tablettes contenant des listes de noms propres, ainsi que les similitudes entre les tablettes des 2 pièces, suggèrent que la plupart des tablettes appartiennent au même bourrage entre les 2 niveaux d'occupation du locus 2, comme ce qui est le cas dans le locus 6. Les tablettes sont très mal conservées, quelques-unes sont complètes, beaucoup sont remodelées, effacées, voire même un épigraphe. Sur les 2000 tablettes et fragments recueillis, 1576 ont été enregistrés dans une base de données. Cet ensemble de textes se compose essentiellement de tablettes scolaires, listes de mots, textes mathématiques, proverbes et textes littéraires. Plusieurs listes de noms de personnes sémitiques ainsi que quelques lettres et contrats complètent la découverte. Malheureusement, aucune tablette ne compère de nom d'année, mais les briques avec le tampon de Zimrilim nous donnent au moins le terminus antéquen des tablettes. De plus, l'onomastique indique également que les tablettes sont le plus probablement à dater du règne de Zimrilim, voire même de la fin de son règne. Le contexte archéologique des tablettes datées a été utilisé pour situer plus précisément dans le curriculum certaines catégories de textes ne figurant pas sur des types 2, comme les listes de noms propres et les tables de multiplication. Les tablettes datées du mois au mois et au jour ont avant tout été retrouvées dans le locus 6. Dans la partie sud de ce locus, les dates couvrent une période d'environ 2 mois et demi, du milieu du mois 9 à la fin du mois 11. Parmi ces lots de la partie sud du locus 6, le lot K6 et A1 s'est avéré être le plus intéressant, puisque 3 tablettes datées sont très proches dans le temps, jour 12, jour 13 et jour 15, et 2 de ces tablettes contiennent la même tablette de multiplication. Grâce aux duplicata sur lentilles aussi retrouvés ensemble dans les autres lots, on peut suggérer que les différents groupes de textes scolaires provenant de la pièce 6 du chantier K reflètent un moment précis dans le curriculum. Outre les tablettes de type 2 et celles datées du locus 6, le contenu des différentes tablettes entre le locus 2 et le locus 6 permet également de mieux comprendre l'ordre des différentes listes dans le curriculum du chantier K. Le résultat de l'association de toutes ces données montre que le programme scolaire du chantier K était fondamentalement le même que celui de Nippur. Cela souligne donc que la relative uniformité des pratiques scolaires en Mésopotamie au cours de cette période s'étendait au moins jusqu'en Haute-Mésopotamie. Cette mise en forme du matériel pédagogique participe d'un développement plus général du classement des savoirs au début du deuxième millénaire. Cette volonté de classement témoigne d'une rupture dans le système des connaissances des anciens Mésopotamiens,
soulignant une évolution de l'épistémé traditionnelle en Mésopotamie au début du deuxième millénaire, cet âge pivot dont parlait Dominique Charpin ce matin. La présentation des textes littéraires qui suit n'est qu'une brique supplémentaire à notre connaissance de cet âge d'or de la littérature en Haute-Mésopotamie. Dans ma thèse, j'avais pu éditer et analyser les proverbes, mais je n'ai pu travailler que partiellement sur les classiques de la littérature, d'une part en raison de leur très mauvais état de conservation, et d'autre part parce qu'Antoine Cavigno avait déjà attribué la publication des différents textes à d'autres chercheurs. Cela me permettra de revenir aussi sur les différentes publications qui ont lieu depuis. Au Chancheka, les proverbes sont principalement attestés sur des lentilles de 3 ou 4 lignes. Au nombre de 4, les extraits des instructions de Churupak ne sont pas très nombreux à Mari. Cette œuvre est généralement considérée comme l'une des plus anciennes de la littérature spatiale sumérienne, si ce n'est la plus ancienne. Sa présence à Mari témoigne donc de sa très large diffusion, déjà à l'époque paléo-babylonienne, jusqu'en Haute-Mésopotamie. Du point de vue de la compréhension de ces brèves recommandations, les lentilles du Chancheka n'apportent que peu d'éléments nouveaux. On peut noter néanmoins que dans le cas de la lentille de droite, l'utilisation du I3 à la ligne 3 au lieu de E2 dans les autres sources connues confirme l'intuition de Miguel Civil qui avait déjà reconnu ce E2 comme étant fautif. L'achat de l'esclave du palais n'affecte pas la maison qu'il a achetée, c'est le palais qui a usé l'esclave jusqu'au bout du rouleau, pour reprendre son expression. L'exemple de gauche indique qu'il y avait déjà des gens comme moi qui avaient besoin d'un texte pour faire des discours. L'exemple de TH99T469 indique que ces instructions faisaient parfois simplement appel au bon sens. Le conseil est ici sans doute destiné à quelqu'un qui ne doit pas perdre de temps durant son voyage. Évite de passer par la ville de quelqu'un, on te dirait « viens, viens ». Ne défais pas un roseau de la haie d'un verger, on te dirait « remets-le, remets-le ». C'est également un bon exemple qu'il ne faut jamais négliger le moindre petit fragment. Ils peuvent réserver bien des surprises. Le proverbe SP341 est attesté sur 3 lentilles du Leucos 6 et il est aussi connu par plusieurs variantes dans le Sud. Au vu du nombre de témoins, ce proverbe a connu un certain succès auprès des enseignants. Le nombre de variantes indique en revanche que les élèves scribes avaient de la peine à le comprendre, comme l'avait déjà noté Alster. Selon lui, SP2825 serait à comprendre comme l'équivalent de notre proverbe « lorsque le chat est sorti, les souris dansent », qui est attesté dans de nombreuses langues, comme l'allemand, l'arabe, l'italien, encore l'anglais. À l'exception de SP341, les proverbes restants ne sont pas, à ma connaissance, attestés ailleurs à cette époque. Le contenu de ces proverbes n'est souvent pas clair, surtout en raison de l'état de conservation de la documentation. Ici, l'exemple du proverbe T320 qui a pour thème les sandales et qui a un lointain rapport avec SP1326. Comme l'avait montré Jonathan Tenor, le thème des sandales est relativement fréquent dans les proverbes, surtout en comparaison avec les autres catégories de textes littéraires. Enfin, l'adage figurant sur TH99T137 montre que des textes au ton plus badin étaient aussi enseignés aux élèves avancés du Chancheka, un ton que Jean-Marie Durand avait déjà mis en évidence dans certains dictons acadiens de Mari. Malheureusement, ici, la cassure ancienne fait quelque part office de censure moderne. Tout comme le supposait Jean-Marie Durand dans le cas des dictons acadiens, certains proverbes ont pu faire partie d'un récit sumérien plus long. Au Chancheka, la fin de Lara et Ashnan semble par exemple avoir été comprise comme un proverbe en raison de son caractère sentencieux. Celui qui a du métal précieux, qui a du lapis lazuli, qui a un bœuf ou qui a un mouton à la porte de l'homme dont les greniers sont pleins, qu'il s'installe à demeure. La place et l'usage des proverbes dans l'enseignement sont également difficiles à déterminer en raison non seulement de l'absence de tablettes associant les proverbes à d'autres matières, mais surtout, comme vous l'avez vu, vous avez pu le voir, de l'état de conservation de ces lentilles. La distribution des tablettes entre les deux loquis ou à l'intérieur du loquis 6 ne précise pas non plus la place qu'ont pu avoir les proverbes dans le curriculum du Chancheka. Au début des années 2000, avec l'essor des études sur l'enseignement des scribes, on a proposé que les proverbes servaient à introduire la grammaire sumérienne. Mais Alster, une dizaine d'années plus tard, avait émis des doutes quant à cette fonction. D'après le choix des proverbes retrouvés au Chancheka, ces derniers semblent plus participer au développement culturel des élèves qu'ils ne les introduisent véritablement à de pures connaissances grammaticales. Les exemplaires des classiques de la littérature sumérienne au Chancheka sont parmi les plus anciens de l'époque paléo-babylonienne. Comme dans le cas des proverbes, les tablettes où sont inscrits les textes littéraires ne comportent pas d'autres catégories, alors qu'à Nippur, certaines compositions étaient inscrites sur des types 2 avec d'autres catégories de textes. La typologie est également différente de Nippur.
Des extraits de plus de 100 lignes peuvent être copiés sur des tablettes à une colonne ou type 3, un usage contraire au sud. Tandis que les types L, landscape, ces tablettes en forme de savonnette ou à format panoramique, sont apparemment le format qui correspond aux tablettes de type 3 rencontrées dans le reste de la Mésopotamie, avec néanmoins des extraits un peu moins longs que sur ces types 3. Étant donné que la majorité des proverbes se trouvent sur des lentilles, ils appartiennent clairement à une phase d'apprentissage antérieure aux classiques de la littérature sumérienne. À l'exception des liturgies, tous les textes littéraires sont connus par des parallèles. Ils appartiennent, avec les instructions de Churupak, à ce que Paul Del Nero a appelé les 52 compositions centrales de l'enseignement de la littérature à l'époque amorite. Cette observation confirme à nouveau l'origine mésopotamienne du curriculum attesté par les tablettes du Chancheka de Marie. L'hymne à Shulgi-B est attesté sur 2 tablettes de type 3 et 2 savonnettes. L'hymne à Shulgi-A, plus court, sur 1 ou 2 tablettes de type 3. Ils vont être publiés prochainement par Margaret Jacques dans les actes du colloque de Marie à Marimont, dirigé par Laurent Colonna-Istria. Il est surtout intéressant d'observer que l'un des extraits choisis pour figurer sur une tablette à format panoramique est celui mentionnant le conservatoire de musique. Il s'agit de l'un des passages sur lesquels les chercheurs se sont appuyés pour supposer l'existence des lieux d'apprentissage de la musique. Le choix de cet extrait n'est peut-être pas anodin, car ces passages étaient sélectionnés délibérément par les enseignants suivant leurs affinités pour les faire figurer sur ces tablettes à format panoramique. Ce choix pourrait ainsi fournir un indice sur le milieu professionnel auquel appartenaient les élèves du Chancheka. À côté de Shulgi A et B, la collection des lettres sumériennes attestées à Nippur y constitue un élément incontournable de l'enseignement du sumérien. À Marie, on en retrouve 7 sur la partie médiane d'une grande tablette à 2 colonnes. Comme le souligne Alexandra Klanerman, il faut rester prudent lorsque l'on parle du corpus des lettres sumériennes en dehors de Nippur. Uruk et surtout Ur ne suivent pas la même organisation qu'à Nippur, et surtout qu'il n'est pas certain que cette collection, comme corpus structuré, ait réellement existé en dehors de Nippur. Par exemple, moins de la moitié des compositions de la collection de Nippur sont attestées à Ur, tandis que certaines lettres ne sont connues que par des manuscrits d'Ur. Ilabatar Lugalka, à ses frères, et Shamashtab Ilaknuid ne sont pour le moment attestés qu'à Nippur et Marie. De plus, les 6 lettres identifiées font partie des lettres sumériennes qui ne sont pas attestées à Ur, ce qui, au vu du nombre de sources provenant d'Ur, paraît ne pas être dû qu'au hasard. Paraît ne pas être dû au hasard des découvertes et serait un bon indice pour exclure la tradition scolaire d'Ur des origines possibles pour la tradition scolaire du Chancheka. Le dialogue entre 2 femmes, ou dialogue 5, aussi découvert dans différentes villes du Sud, confirme à nouveau le caractère mésopotamien de cet enseignement. Les 2 extraits sur des savonnettes ont été publiés par Yana Matouchak. La tablette du bas contient à la fin du dialogue le roi rend son verdict avec les punitions infligées à Ninkuzu pour avoir calomnié sa rivale. 2 épopées sont attestées au Chancheka, Lugale et Lugalbanda. Les fragments de Lugale ne contiennent qu'une dizaine de lignes par côté, mais les 3 fragments ont été retrouvés à différentes altitudes du sondage, ce qui m'a permis de suggérer cette fameuse appartenance des tablettes du Cus2 à un même bourrage. Lugalbanda figure sur une tablette à 6 colonnes, l'unique tablette à contenu littéraire de ce format. Elle est malheureusement très mal conservée par endroits et nécessiterait une restauration pour pouvoir être publiée. Mais il est intéressant de noter l'utilisation de sumériens phonétiques à côté de passages plus classiques. Quelques similitudes graphiques semblent également indiquer que les 2 épopées ont été écrites par le même scribe, mais trop peu de signes sont bien conservés pour en être sûr. La découverte de l'In à Ninmeshara ou Inanna B est plus inattendue, ce texte étant plus rare à ce stade de l'enseignement. On remarque qu'il est en plus écrit dans une écriture plus grande et plus archaïsante que les autres textes littéraires sur grande tablette. Cette graphie semble indiquer qu'il était déjà recopié à un stade précoce de l'enseignement à Marie, un usage contraire au Sud. Ces classiques de la littérature au Chancheka témoignent donc de la diffusion à l'époque paléo-babylonienne, en Haute-Mésopotamie, de versions quasi identiques au Sud, surtout ici avec Inanna B, qui est un texte moins bien attesté que les autres, et confirme aussi l'origine orale de cette tradition sumérienne. À l'opposé, les liturgies du Chancheka soulignent quant à elles l'hétérogénéité de cette tradition mise en évidence entre autres par Piotr Michalowski, dont vous pouvez lire la citation au tableau. Cette hétérogénéité est non seulement le résultat de leur emploi dans la pratique plutôt que dans l'enseignement, mais aussi le résultat de la phase d'expérimentation littéraire que connaît l'époque paléo-babylonienne et dont Marie nous offre un exemple unique à travers l'épopée de Zimrilim
et, dans une moindre mesure, la lettre bilingue suméro-acadienne, Les Malheurs d'un scribe, ou l'hymne Aïtourmer. Avec la savonnette TH00T17, il s'agit apparemment d'un passage tiré d'une liturgie à Inanna, un passage lyrique évoquant le moment béni où apparaît la lune, comme pour assister la déesse dans son conflit avec Enlil. La disposition assez chaotique du texte sumérien, de la traduction acadienne, suggère que cette tablette reflète un exercice destiné à enseigner en même temps le texte, la mélodie et le sens. La graphie war, warihim n'est ainsi peut-être pas une erreur, mais plutôt une tentative de rendre les vocalisations. On rapproche évidemment ce texte bilingue de la prière Shaddiba bilingue publiée par Michael Guichard et inscrite également sur 2 savonnettes retrouvées dans le Grand Palais Royal. Il s'agit, pour rappel, des plus exemples de textes bilingues interlinéaires pour cette époque. D'un point de vue de la mise en page, on peut encore observer que la ligne acadienne est indentée sur l'exemplaire du Chantcheka, alors que cette indentation est absente des 2 savonnettes du GPR. À cette époque, je n'ai retrouvé cette indentation de la ligne acadienne sur une savonnette que dans un texte bilingue provenant de Babylone. Toujours pour tenter d'identifier les origines de la tradition scolaire du Chantcheka, j'ai cherché à recenser les tablettes de ce format attesté dans les contextes scolaires de la même époque. Malheureusement, rien de probant n'est ressorti de cette recherche. Il n'a pas été possible de dégager de véritables tendances quant à l'utilisation de ce format en Mésopotamie. À Marie, les tablettes du Grand Palais Royal contenaient une dédicace d'une timbale à Ishtar par Samsiadou, écrite dans une graphie archaïsante. La fin d'une dédicace d'une arme à Nergal, probablement par Samsiadou à nouveau. Un protocole pour les sacrifices du Rumtum, ainsi que la prière bilingue citée précédemment. Lors de la publication de ces tablettes, Dominique Charpin mentionnait encore une savonnette du Louvre, en bas à gauche, sans doute de Terka, où figure une inscription de Samsiadou relative au temple de Dagan de Terka, ainsi que 3 autres également de Terka qui commémorent la construction d'une glacière dans cette ville, dont on a un fragment à droite aussi, également au musée du Louvre. Les savonnettes du Chantcheka témoignent ainsi d'une relation entre l'enseignement qui avait lieu et les pratiques du Grand Palais Royal de Marie, voire de Terka. Sans entrer dans le détail, d'autres indices provenant du Chantcheka permettent de mettre en évidence une certaine unité régionale des pratiques d'enseignement. À côté de l'extrait bilingue sur TH00T17, la présence d'une incantation acadienne avec la formule « Qui enverrai-je au Fidanou » à nouveau sur une savonnette, permet de suggérer que ces genres faisaient partie intégrante de la formation scribale du Chantcheka, sans que leur place exacte dans celle-ci puisse être déduite des données actuelles. Ce motif, Madame Louchpour, se retrouve aussi dans 2 tablettes provenant du palais, la première publiée par François Turon-Dongen en 1932 et la seconde publiée par Antoine Cavigno et Michael Guichard. Bien que fragmentaire, la version du Chantcheka est plus proche de celle publiée par Turon-Dongen et surtout quasi identique aux versions du sud de la Mésopotamie. Ce fragment et d'incantation semble donc indiquer que les auteurs du numéro 4 et de M15 289+, ont pu s'inspirer de modèles, entre autres sud-mésopotamiens, qu'ils apprenaient durant leur formation classique et qu'ils adaptaient ensuite à leur environnement professionnel. Enfin, en ce qui concerne le grand texte liturgique retrouvé au Chantcheka, constitué de 5 fragments, il contient la 2e partie du balag Elum Gusumun, un classique de la liturgie d'Enlil, tout en ayant aussi des affinités avec le balag Uri Urigin Tegabini. Antoine Cavigno en a publié une partie dans Irak 85 et indique qu'il doit exister une filiation directe avec les textes dits venir de Sipar, postérieurs de plusieurs décennies. L'un des intérêts de ce texte réside dans ses gloses acadiennes et ses indications scéniques, dont une indique le lieu où doit être chanté le texte. Comme dans le cas du format scolaire des textes précédents, ce type de glose pratique permet de suggérer que cette grande liturgie faisait aussi partie de l'enseignement au Chantcheka. En conclusion, je reviens brièvement à des considérations plus archéologiques. À l'inverse des proverbes, la répartition des textes littéraires entre les 2 loci à l'intérieur du locus 6 est intéressante à examiner. En effet, on observe que toutes les tablettes de type 1 se situent dans le locus 2, ainsi que les textes en émessal sur savonnette, donc des textes plus avancés. Alors que dans le locus 6, outre l'absence de tablettes à plusieurs colonnes, se trouvent tous les extraits de Shulgia ou de Shulgibé, ainsi qu'un fragment d'Inanabé dans une écriture de débutant, des textes littéraires appartenant à une catégorie considérée comme plus élémentaire que les dialogues ou les liturgies. À l'intérieur même du locus 6, la répartition des tablettes littéraires est également intéressante, puisqu'elles ont toutes été retrouvées dans sa moitié sud.
Une telle répartition peut évidemment être due soit au hasard des découvertes, soit à un éventuel meilleur état de la conservation des tablettes dans le sud du locus. Pourtant, cette disparité ayant pu être mise en évidence entre les deux parties du locus suisse dans le cas des autres catégories de l'enseignement classique, la répartition des textes littéraires confirme qu'il s'agit de lots distincts et relativement homogènes dans cette pièce. Merci de votre attention.